Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'internaute.com. Question argent, votre rendez-vous des experts viennent régulièrement répondre à vos questions pour vous aider à bien gérer vos finances personnelles. Et aujourd'hui, nous allons parler de clauses abusives avec Jean-Marc Garnier, qui est le secrétaire de la commission des clauses abusives. Bonjour. Bonjour. Il va répondre à vos questions pendant 30 minutes. Alors les clauses abusives, peut-être vous en avez vécu, peut-être que vous en subissez, puisque régulièrement, pour pouvoir gérer votre banque, votre assurance, vous êtes amené à signer des contrats. Et dans ces contrats, il y a des clauses. C'est de cela dont nous allons parler. On va tout de suite commencer avec la question de Damien, qui vous demande « Bonjour Monsieur Garnier, je n'ai pas eu la chance de faire des études de droit. Comment savoir qu'une clause est abusive ?» Damien, la question est un petit peu compliquée. La notion de clause abusive est définie par le Code de la consommation. C'est une clause qui crée, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif. Alors, qu'est-ce qu'on appelle déséquilibre C'est là la question. Qu'est-ce que c'est qu'un déséquilibre significatif ? Il faut se replacer dans le contexte des années 70, puisque le concept de clause abusive a été introduit en droit national en 1978. On est dans l'ère de la consommation de masse, avec des contrats qui sont faits en grande quantité par des opérateurs. Alors, l'exemple des assurances, l'exemple des contrats bancaires, l'exemple des contrats d'achat de meubles aussi. Donc, ces contrats sont rédigés par des opérateurs. Ils sont pré-rédigés et le consommateur ne peut finalement qu'accepter. On ne peut plus modifier le contrat comme ça pouvait se passer auparavant. On est dans ce qu'on appelle les contrats d'adhésion. D'accord, c'est standardisé en fait. C'est standardisé, exactement, voilà. C'est standardisé, on appelle ça nous des contrats d'adhésion. C'est un peu plus compliqué mais ça revient au même. Donc le contrat est pré-rédigé et le contrat est émis par un professionnel. C'est-à-dire qu'il faut bien qu'on soit dans la relation entre un professionnel et un consommateur. Le consommateur, c'est celui qui va contracter pour des besoins personnels. Si notre consommateur, avec des gros guillemets, contracte pour des besoins professionnels, je suis artisan et puis je vais ouvrir une convention de compte, par exemple, avec mon banquier, eh bien là, la législation sur les clauses abusives ne pourra pas s'appliquer. Alors qu'éventuellement, il n'a pas plus de compétences qu'un consommateur lambda, surtout si on est en entreprise individuelle. Alors qu'il peut être aussi profane qu'un consommateur lambda, mais bon, le droit a créé des séparations, des limites, et des champs d'application, et c'est cela. Donc d'un côté, il faut bien un professionnel, de l'autre côté, un consommateur, où le texte nous dit un non professionnel. Donc quelqu'un qui va contracter sans lien direct avec son activité. Enfin, on va peut-être laisser cette subtilité de côté. Mais je voudrais insister, il faut bien que ce soit un professionnel qui émette le contrat. On a des hypothèses dans lesquelles ce sont des particuliers qui émettent des contrats standardisés, comme par exemple pour les baux d'habitation. Un particulier peut louer en tant que bailleur son bien. Et bien à ce moment-là, la jurisprudence pourrait ne pas le considéré comme un professionnel et on ne ferait pas application de la législation sur les clauses abusives. D'accord, ça veut dire que même si une clause serait abusive, si c'était un professionnel, elle pourrait ne pas l'être si c'est un particulier ? Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, bon. Alors, Lily nous demande, est-ce qu'il y a des secteurs justement où les clauses abusives sont les plus nombreuses ? Est-ce que la technicité fait qu'à un moment donné, on ajoute des conditions et à la fin, certaines sont un peu déviantes ? Alors, on ne fait pas de bêtisier, on ne fait pas de top 10 des pires secteurs. Vous pourriez faire ? On pourrait faire. Non, ce qui se passe en fait, c'est que la commission des clauses abusives travaille sur donc des modèles de contrats qui sont proposés aux consommateurs ou aux non professionnels. Et en fait, elle va au fil de l'avancée du monde économique. C'est-à-dire qu'il y a quelques temps, il y a 3-4 ans, on s'était penché fortement sur les contrats Internet. Donc la fourniture de voyage à distance par Internet, la fourniture de meubles par Internet, les contrats de FAI, etc. Donc il y a comme ça un suivi des pratiques qui fait que la commission donc examine de nouveaux contrats. Et puis on voit bien, en fonction aussi des réclamations qui peuvent être saisies par la commission, quels sont les secteurs émergents et pour lesquels on se penche. Et en ce moment, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a un secteur en particulier où il y a une petite alerte rouge dans vos services ? Alors la commission vient de terminer une recommandation sur les meublés non saisonniers, donc qui a été publié au mois de septembre. Et là, nous avons démarré l'examen de contrats sur la fourniture d'énergie. D'accord. La fourniture d'énergie par réseau. Donc pas les bouteilles de GPL, mais par contre tout ce qui est gaz naturel ou électricité. Voilà. D'accord. Vaste chantier là encore. Gros chantier, oui. Où la concurrence se développe de plus en plus. La question de Philippe, justement, vous avez parlé
de vacances, de location. Lui, il prépare ses vacances de fin d'année et il est surpris car l'hôtel où il est en train de faire sa réservation lui indique qu'il ne sera pas remboursé s'il annule sa réservation. Et il se demande si un hôtel peut faire cela. Alors, il est informé, c'est une bonne chose. Parce qu'il aurait pu ne pas l'être. Il aurait pu ne pas être informé, donner ses numéros de carte bancaire au titre de la réservation, ne pas se présenter, et puis effectivement que l'hôtel débite son compte. Il aurait pu contester après, mais bon, toujours le problème de la contestation après que le dommage ait été subi. Il faut regarder plus précisément dans les conditions d'annulation de la réservation, parce que très souvent, ces clauses sont progressives. C'est-à-dire que plus on annule près du séjour, plus les sommes remboursées sont faibles. Donc ça, c'est à vérifier. Pour les réservations de voyage organisées, par exemple, il y a ce type de clauses qui sont prévues. Si on annule suffisamment loin, on perd, on va dire, des frais de dossier, même si le terme n'est pas bon, des frais administratifs. Et plus on se rapproche du moment où le voyage doit être exécuté, plus ce qui est retenu est gardé par plus les sommes retenues par le professionnel sont importantes. D'accord. Alors on comprend bien là pour un voyage organisé, parce qu'il y a plusieurs types de services, donc il faut organiser, il faut faire appel à des prestataires. Là pour l'hôtel, qui est donc la question qui est posée par Philippe, donc un hôtel, moi il me semblait d'ailleurs aussi que un hôtel, quand on faisait une réservation, c'était une réservation. Et si on ne venait pas, on pouvait annuler 2 heures avant. Et que même un hôtelier peut très bien relouer la chambre si à un moment donné, passé une certaine heure, on ne s'est toujours pas présenté. Et parce que vous n'êtes pas là, donc on peut la présenter. Oui, mais mettons-nous d'accord avec l'hôtelier sur les conditions de nos shows. Enfin, ce qui se passe si on ne se présente pas. Ça peut être une zone extrêmement touristique, un hôtel très coté. Je réserve pour une durée relativement longue. Je ne me présente pas au dernier moment. L'hôtel ne va pas forcément trouver quelqu'un pour remplir la chambre. Hein, donc il y a aussi ce côté contrainte pour les professionnels qu'il faut intégrer. Donc là, j'aurais tendance à dire, c'est un peu comme l'histoire du fût du canon, vous savez, ça dépend. Ça dépend des conditions. Pour revenir sur le sujet clause abusive plus généralement, la commission, lorsqu'elle examine les clauses, le juge, lorsqu'il examine en cas de contentieux, regarde les circonstances qui entourent la conclusion du contrat. C'est-à-dire que la clause abusive peut l'être en elle-même tellement le déséquilibre est important et est évident. Des clauses de non-responsabilité, par exemple. Je suis professionnel et je ne suis jamais responsable s'il se passe quoi que ce soit. Bon, ça, c'est évidemment abusif. D'ailleurs, c'est interdit. Et puis, il y a d'autres clauses. On ne peut les comprendre ou on ne peut les critiquer que si on connaît l'environnement. Et là, ce que je viens de vous indiquer pour cette réservation d'hôtel, c'est peut-être un critère d'environnement qu'il faut prendre en compte en cas de contestation. Mais dans l'absolu, en fait, ce qu'il faut, c'est plus que jamais lire les conditions, poser des questions pour savoir de quelle façon va se faire la relation commerciale. Bien sûr. Et puis, on est à l'ère d'Internet, hein, nous le voyons. Rien ne vaut un petit échange de mails pour préciser ces conditions en disant j'arrive à telle heure, jusqu'à quand est-ce que je peux annuler, etc. Et quelles sont les conditions. D'ailleurs, on le voit de plus en plus, les hôtels précisent si la réservation peut être annulée au dernier moment ou pas. Hein. Voilà. Question, là on est sur une question sur les produits financiers. D'abord celle de Jean-Pierre qui vous demande est-ce normal qu'il existe des pénalités quand on rembourse un prêt par anticipation et est-ce qu'on peut les négocier? Est-ce qu'il existe un taux légal? Alors, les IRA, les indemnités de remboursement par anticipation, elles sont prévues dans les crédits immobiliers, elles sont plafonnées par la loi, donc il y a des maximums qui sont négociables. L'existence même de la pénalité est négociable, hein, ça dépend du rapport de force que l'on peut avoir avec son professionnel, son prêteur. Je crois que même que pour certains prêts, il n'y a pas de pénalité pour remboursement par anticipation, c'est notamment les plans épargne logement, il me semble. Enfin bon, c'est à vérifier. Donc ça se négocie pour les crédits immobiliers. Et pour les crédits consommation, il n'y avait pas de pénalité. Pardon, il y avait des pénalités de 1978 à 1989. Elles ont été supprimées en 1989 par un texte sur le surendettement et réintroduites en 2010 en application d'une directive européenne. Mais ce sont des montants extrêmement faibles. Et dans ces cas-là, il vaut bien aller vérifier dans le code de la consommation avant de faire le remboursement, puisqu'il y a moyen de faire des remboursements partiels ou totaux sans avoir à payer la pénalité. Et là, pareil, c'est des éléments qu'on doit retrouver aussi dans le contrat que l'on signe au niveau du crédit. Si jamais l'établissement financier qui a accordé son crédit, bon, j'ai bien compris, hein, c'était pas le crédit immobilier, parce que là, c'est clairement, c'est vraiment indiqué. Pour les crédits à la consommation, par exemple, l'établissement doit signaler s'il applique ou pas une pénalité et son montant préalablement à l'offre. Alors, pour être encore plus précis, les pénalités ne peuvent être perçues que si elles sont stipulées dans le contrat.
Donc il faut que la clause soit indiquée dans le contrat de crédit immobilier ou dans le contrat de crédit à la consommation. Et ce que fait la loi, c'est plafonner les pénalités. Donc il faut qu'il y ait la clause dans le contrat et après évidemment que le plafond soit indiqué et le plafond ne peut jamais être supérieur à ce qui est prévu par la loi. Et sur le crédit immobilier, je voudrais rappeler que les pénalités, même si elles sont stipulées, sont en fait non dues, interdites, si le remboursement par anticipation est motivé par la vente du bien suite à au licenciement, à la perte d'emploi de l'emprunteur ou de son conjoint, au décès de l'emprunteur ou de son conjoint, ou au déménagement de l'emprunteur ou de son conjoint pour suivre le travail. Donc dans certaines hypothèses, même si la stipulation de pénalité est dans le contrat, il n'y a pas de pénalité. Et là on a des réactions. Est-ce que la clause est rétroactive ? Parce que vous dites que c'est depuis la loi de 2010 que sur les petits crédits, il y a donc éventuellement des pénalités. Est-ce que ça s'applique à un crédit qui aurait été souscrit en 2009 et qui arriverait, il y aura encore quelques mensualités et la personne souhaite s'en débarrasser? Alors, non, on revient au contrat. Les contrats conclus sont exécutés jusqu'à leur terme, donc dans les conditions qui sont fixées. Donc pour les contrats antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi de juillet 2010, et là j'avoue que sur ce point la date exacte m'échappe, on reste sous l'empire de l'ancienne stipulation. Les pénalités ne peuvent être stipulées qu'à compter de l'entrée en vigueur du texte 2010. Donc, et pour les nouveaux contrats. Les nouveaux contrats signés depuis 2010, voilà. Ou en tout cas en vigueur depuis la loi. Depuis la loi dite Lagarde de juillet 2010. Question de Anouk. Je viens de recevoir un courrier de ma banque qui m'annonce la clôture de mon compte pour inactivité. En a-t-elle le droit ? Compte bancaire, je suppose. Oui. Alors, ça, la clôture du compte pour compte inactif. C'est un classique pour vous ? Oui, c'est assez classique. Et puis on voit des choses assez rigolotes. Il y a des facturations qui sont prévues pour la gestion d'un compte inactif. C'est-à-dire que la banque a dans sa fiche tarifaire 40 ou 50 euros, ou 30 quelquefois, pour gestion de compte inactif. Alors oui, la banque a le droit de clôturer un compte inactif. Le compte bancaire est un compte à durée indéterminée, donc qui peut être résilié à tout moment par les parties, le consommateur, mais aussi le banquier. Donc le compte est inactif, la banque peut y mettre fin, moyennant un préavis raisonnable. D'accord. Qui est de... Raisonnable. D'accord. C'est variable en fonction de... En matière de droit au compte, je crois me souvenir que le préavis est de 45 jours. Mais en matière de droit au compte, donc on peut estimer que... Entre 1 ou 2 mois minimum. Voilà. Mais en même temps, si le compte est inactif, oui. ça ne doit pas trop déranger le client. Mais c'est une possibilité donc, de clôture à tout moment d'un compte inactif. Donc voilà, donc, votre banque en a le droit. Si le compte n'avait pas été inactif, ça ne changeait pas grand-chose ou c'est un peu plus compliqué la procédure? Alors, vous-même, vous êtes plus vigilant sur la nature même Alors sur le plan des possibilités qui sont données à la banque, ça ne change pas grand-chose, puisqu'on a affaire donc, à un contrat à durée indéterminée, on peut résilier à tout moment. En plus, deuxième notion, on a affaire à un contrat qu'on appelle intuitu personae, c'est-à-dire qui est fait en fonction de la personne avec qui on contracte. Et si le client de la banque a essayé d'agresser, par exemple, la personne qui est au guichet, je ne sais pas, enfin, j'essaie de prendre des exemples pour illustrer mon propos, on comprend que la banque, à ce moment-là, peut considérer qu'il y a une perte de confiance dans la relation et rompre le contrat. Mais là aussi, il faut un préavis, avec une difficulté particulière, c'est que très souvent, sur un compte actif, j'ai en place tout un tas de prélèvements et de virements, et qu'il faut rebasculer tout ça sur le nouveau compte. Donc la profession a mis en place une charte de mobilité bancaire, ou est en train de mettre en place une charte de mobilité bancaire qui fait que le basculement d'un compte à l'autre doit en fait être plus rapide et plus simple, notamment par le transfert des virements et des prélèvements. Des choses à pas rater, parce qu'après on fait, comme on dit, un incident, et ça peut avoir des conséquences en matière de pénalité notamment. D'accord, donc si je résume un petit peu votre réponse faite à Anouk, en fait, quelle que soit la raison de la clôture, la banque a le droit de le faire, c'est pas du tout abusif. Là où il y aurait éventuellement un risque d'abus, c'est par rapport au délai qu'elle laisse au client pour se retourner face à sa décision de clôturer son compte. Alors c'est exactement ça. Alors je reviens sur le terme abusif, parce que c'est pas une clause abusive, voilà. C'est une pratique, c'est le fait que la banque peut mettre en œuvre sa possibilité de résiliation à tout moment. Donc c'est bien une pratique, et on peut dire que ça peut être une pratique qui cause un dommage au consommateur. Dans ce cas, la banque engagerait sa responsabilité, mais on peut difficilement s'opposer à cette clôture. Alors en cas de contestation, peut-être conseil pratique, quand on reçoit ce genre de courrier de résiliation, on évite de s'endormir tranquillement, on prend contact avec son agence, quitte à contester ou à donner demander un délai de résiliation plus long.
Si on n'a pas de réponse favorable, mais là très rapidement, il faut voir avec le service clientèle de la banque, qui peut effectivement, en raison des considérations qui sont liées à la relation entre cette banque et ce client, mauvaise relation, puisque la banque fait partir le client. Oui, vous anticipez des remarques. C'est ça. Donc, oui, je sais, je suis un peu quelquefois dans le banc des bisounours, mais bon, je vous apporte la théorie là-dessus. Donc, voir avec le service client, et si le service client, dans les 3 jours, n'a pas répondu de façon satisfaisante, il y a peut-être une solution, c'est remonter sur le médiateur de l'établissement, ou le médiateur de la profession, selon le cas, pour dire, voilà, cette rupture, certes licite, dans les délais qui sont contractuels, me cause un préjudice particulier, une difficulté particulière. Par exemple, je ne suis pas sur le territoire national, j'ai appris ça par Internet, etc., etc. Et à ce moment-là, donc, demander à ce que le médiateur intervienne pour que le délai soit allongé. Pour que tout puisse se faire dans un ordre qui ne provoque pas de frais indirects. Voilà, et puis pas de risque pour moi d'avoir des ordres de paiement qui sont rejetés, ou même pire, des chèques qui ont été tirés et qui arriveraient sur un compte clos, avec les conséquences que l'on sait sur... et si ça arrivait, il y aurait un client pourrait demander un dédommagement à sa banque, à la fois matériel et puis pécunier. Oui, bon, on va appliquer les règles de responsabilité. Donc il y a eu un fait fautif de la part de la banque, ça m'a causé un préjudice, je demande réparation. Il faut saisir le tribunal. Question de Brice, je viens de lire plusieurs prospectus de produits financiers qui indiquent que le capital est garanti, mais en prenant le temps de lire leurs conditions, je me perçois que ce n'était pas le cas, qu'il existe une situation où le capital est perdu. N'est-ce pas une clause abusive? Ah, oula. C'est peut-être plus une allégation, le capital est garanti, qu'une clause, puisqu'apparemment ce qu'a lu Brice, c'est certaines clauses du contrat de placement derrière qui ont dit que dans certains cas, on pouvait éventuellement perdre une partie du capital. Il y a eu des placements comme ça qui ont fait la une des journaux il y a quelques années. Je pense que dans ces cas-là, d'abord il faut bien lire toute la notice qui est remise avec les documents relatifs au placement. Je crois qu'en cas de doute, il ne faut pas hésiter à appeler des gens compétents en matière de placement pour avoir des informations, et c'est notamment les centres d'appel ABE Infoservice, etc., où on peut avoir des explications qui sont données par des gens qui sont vraiment spécialisés en la matière, puisque là, il me semble, d'après les informations qu'ont donné Brice, qu'on est plus dans l'allégation publicitaire. D'accord. L'accroche du message. Ce que lui appelle les conditions, c'est en fait la brochure commerciale, où c'est pas forcément le texte juridique du contrat qu'on signe. Mais c'est la brochure qui a sans doute été validée par l'autorité des marchés financiers. Donc effectivement, il faut lire cette brochure parce que c'est là qu'on a le détail des opérations. Et puis s'informer, je vous dis, plus avant, pour voir si effectivement le capital est vraiment garanti ou s'il y a un risque de perte. D'accord. Donc a priori, pas de clause abusive dans les éléments que nous donne Brice, mais une bonne lecture pour bien connaître les risques qu'on prend. Voilà, disons une démarche commerciale pertinente, puisqu'on ne perdra pas son capital, sauf si on le perd. Question de Kylian. Bonjour, je souhaite ouvrir un livret d'épargne dont le taux de rémunération est bonifié sur les 3 premiers mois. Cependant, pour bénéficier de cette offre, je dois laisser le capital pendant 12 mois. N'est-ce pas abusif? Ah, on revient à l'environnement du contrat. Je vous fais une offre en tant que professionnel intéressante où je vous fais un taux mirifique sur les 3 premiers mois. On n'est pas dans les placements, disons, qu'il faut éviter là. On est vraiment dans un livret qui est fait par une banque renommée de la place. Donc je vous fais un taux intéressant pendant les 3 premiers mois, mais la contrepartie, c'est que vous restiez au moins pendant 12 mois. Donc on voit la contrepartie du taux intéressant. Je ne peux pas vous donner un taux extrêmement intéressant et vous restez le temps que vous voulez, c'est-à-dire aussi bien pendant 20 ans, que pendant 3 jours ou 3 mois. Hein. Donc vous voyez, c'est ça l'équilibre de la relation. Il faut bien vérifier effectivement dans les conditions, qu'on a bien compris qu'on est obligé de rester 12 mois et que regarder éventuellement s'il n'y a pas une pénalisation sur le taux plus important qui est appliqué si on quitte avant la fin des 12 mois. Voilà. Hein. Mais dans tous les cas, ce n'est pas abusif puisque c'est une contrepartie. Alors, dans tous les cas, je n'irai pas jusque-là, mais dans ce cas-là, je ne vois pas le déséquilibre significatif puisque la contrepartie du taux plus élevé, c'est le fait qu'on va laisser les fonds sur le compte pendant 12 mois. Hein. Et à partir du moment où c'est annoncé, il faut que ce soit clair, il faut effectivement... Si ça n'avait pas été annoncé, si c'était quelque chose de subi après avoir signé et que ça n'apparaît pas de manière claire, ça devient abusif ou c'est pas abusif? Alors, dans la théorie, je suis censé lire le contrat avant de signer, donc voilà. Je vérifie. Ça n'aurait pas été annoncé, là je reviens encore sur ce que je vous disais tout à l'heure, ça serait plutôt peut-être de la pratique commerciale qui pourrait être déloyale, c'est-à-dire je vous attire avec un taux d'appel, et puis je ne vous dis pas, ou je dis mal, ou je dis de façon non claire, que ce taux d'appel est pratiqué pendant une durée très courte, et que si vous quittez avant 1 an, je ne vous le sers pas. Voilà. Donc il faut plus pratique que clause. D'accord. On revient toujours à la même chose. Oui, oui, c'est ce que je remarque entre clause et pratique. Ce qui est écrit et la pratique, voilà, c'est l'écart, et voilà,
ce qui est écrit. Il faut vérifier comment l'application se fait. Voilà, c'est ça. Question de Jacques. Que devient le contrat contenant des clauses abusives? Est-ce que je perds l'usage du service ou du produit concerné? Ah, bonne question. La clause abusive, qualifiée d'abusive, qui est reconnue comme abusive, est dite non écrite. C'est-à-dire qu'elle disparaît du contrat. Donc le contrat reste. Et il est appliqué sans la clause. Même si la clause en question est peut-être le cœur du contrat Alors, normalement, les clauses abusives ne peuvent concerner l'objet du contrat. Je vais prendre un exemple en matière d'assurance. Alors attention, ça va être un petit peu sioux. L'objet du contrat, ça va être donner une garantie. Cette garantie est définie par le contrat. Eh bien, cette garantie ne peut pas être qualifiée d'abusive. Donc si je couvre, par exemple, en matière d'assurance liée à un crédit immobilier, la perte d'emploi, c'est bien la perte d'un emploi salarié, ouvrant droit au versement des prestations. Le fait que je ne couvre pas les cessations d'activité d'entrepreneurs individuels ne peut pas être qualifié de clause abusive, parce que l'objet du contrat, c'est couvrir la perte d'emploi. D'accord. Donc là, ce serait un mauvais conseil qu'aurait l'assureur parce qu'il n'aurait pas bien vérifié l'activité professionnelle du client. L'éligibilité à l'assurance. Et le client, parce qu'il a acheté un produit, mais il n'a pas fait bien attention. Il n'a pas fait attention, voilà, c'est ça. Donc, l'objet même du contrat ne peut pas être qualifié d'abusif pour rester dans les grands axes. Par contre, ce serait abusif, c'est si jamais le contrat, finalement, même si la personne est salariée, l'assurance dit non, on ne vous rembourse pas parce que pour X raison, le contrat ne s'applique pas. Voilà. Alors là, on pourrait effectivement avoir des exclusions de risque qui sont particulières, qui pourraient dénaturer l'objet du contrat, comme on dit, et à ce moment-là, permettre de déclarer la clause en question non écrite. La Commission a rendu un avis sur un contrat d'assurance de téléphone portable. Truc classique qui est souscrit en général avec l'achat du téléphone de dernière génération, c'est ce qu'on fait, ces assurances affinitaires. Et l'assurance vol prévoit que ne sont couverts que les vols qualifiés. Donc litige, une personne est à un spectacle, on lui vole le téléphone dans le sac qui est sous le siège, l'assurance refuse de couvrir, c'est pas un vol qualifié. La personne conteste devant le tribunal demande l'avis de la commission, et la commission s'interroge en se disant mais qu'est-ce que c'est qu'un vol qualifié ? On connaît en droit pénal les vols aggravés, avec violence par exemple, mais le vol qualifié on ne sait pas ce que c'est, et le contrat ne qualifie pas le vol qualifié, si je puis dire. Dans ce cas, elle considère que la clause est abusive, donc non écrite, donc le vol est couvert dans tous les cas, ce n'est pas une exclusion, l'exclusion de risque est supprimée. Et puis, on transmet donc l'avis au tribunal et on apprend quelque temps après que l'affaire a été radiée du rôle parce qu'il y a eu un arrangement entre l'assureur et le client. Voilà. Il ne fallait pas qu'il y ait de jurisprudence sur le sujet. Question d'Olivier. Je constate une hausse de ma consommation d'eau alors que je suis séparé depuis 5 mois. Je devrais donc consommer moins. J'ai contacté le syndicat des eaux. Il accepte de venir contrôler mon installation, mais m'indique que dans tous les cas, l'intervention sera à mes frais. Qu'en pensez-vous ? Alors, donc, il suspecte avoir une fuite d'eau dans son système de distribution, dans son adduction. Oui, puisqu'il pense qu'il devrait plutôt consommer moins et il consomme plus. Il consomme plus. Alors, vérifions le contrat qu'il a pu signer avec le service. Est-ce qu'il y a une tarification qui est prévue dans ce contrat ? Si oui, tarification due. Voir si elle n'a pas augmenté. On a signé, voir si elle n'a pas augmenté. Sinon, je suis un petit peu en difficulté parce qu'il est informé avant et on lui dit nous pouvons intervenir, mais dans ce cas, ce sera à tel prix. D'accord. Et bon. Mais regardons quand même le contrat initial. S'il n'y a pas de tarification prévue pour ce type d'intervention, je pense qu'il a de bons moyens de contester en disant écoutez, si son contrat, c'est pas marqué que toute intervention est à la charge du client. Là, il est bon, il peut contester le devis. Il pourrait s'opposer au devis qu'on lui propose, en sachant qu'il va être sur la partie aval du compteur, et que là, c'est quand même chez lui. D'accord, donc là... Et qu'il a la responsabilité de la tuyauterie qui est en aval du compteur. Donc je serai moins affirmatif sur ce point-là. Si le service des eaux ne vient pas, ça va être un plombier qui va intervenir en aval du compteur, et à ce moment-là, ça peut être bien plus cher. Ce serait pour lui. Ce serait pour lui, parce que c'est sur son installation. Si je fais le parallèle avec l'installation électrique, tout ce qui est en aval du compteur électrique, c'est bien l'électricien qu'on a fait venir qui présente la facture. D'accord. Donc là, dans votre réponse, on comprend quand même que, comme vous dites tout à l'heure, l'environnement compte beaucoup, mais
Dans certains cas de la vie quotidienne, notamment tout ce qui est électricité, eau, il y a du zonage, du droit de propriété aussi qui intervient dans ce que Oui, mais je vous suis évoquez. responsable de ma tuyauterie, si vous voulez, donc enfin du bon état de la tuyauterie, et s'il y a une fuite, ça peut être de mon fait. En même temps, il faut vérifier si Olivier n'est pas en copropriété, parce qu'il peut y avoir des règles un peu bizarres en matière de propriété de la tuyauterie dans les murs. Donc je serai très prudent là-dessus, il faut avoir plus D'accord. d'informations pour donner une réponse précise, parce que D'accord. dans certains cas, ça peut être un élément collectif. Bien sûr. Hein. Donc éventuellement, s'il a vraiment des doutes, il peut vous recontacter sur le site. Il peut contacter sur le site, oui, ou déjà avoir closeabusive.fr. plus d'informations sur ce point-là. Question de Nico. Bonjour Monsieur Granier, j'ai vu ce week-end dans un magasin l'obligation d'utiliser une carte de crédit renouvelable pour bénéficier d'une réduction. Est-ce normal? Oh, il me semble qu'il y a un projet de loi qui est en train d'interdire le lien justement entre un avantage commercial et l'utilisation d'une carte, ou du moins la souscription d'un crédit renouvelable. C'est dans le cadre de la lutte contre le surendettement, évidemment, pour éviter que les gens n'ouvrent une réserve de crédit pour bénéficier d'une remise. D'accord. Donc si aujourd'hui ça peut encore se faire, dans quelques mois ça ne devrait plus... Alors je pense que ça peut toujours se faire, je ne suis pas certain sur ce point du détail de la loi Lagarde, mais ce que je suis certain, c'est que dans le projet de texte actuellement relatif à la consommation qui est en cours d'examen par le Parlement, ce genre de lien va être coupé. Il y a une démarche très ancienne des associations de consommateurs, puisqu'elle remonte à 1989, qui est la séparation des fonctions crédit et des fonctions fidélité sur les cartes. Vous savez, les cartes de grands magasins ou les cartes de la grande distribution permettent d'obtenir des réductions des avantages financiers ou des remises à la caisse. Et ces cartes sont liées à des opérations de crédit renouvelable. Donc la demande des associations, c'était bien de séparer les deux. Et là, c'est de nouveau en débat. D'accord. Parce qu'on comprend bien que la fonction crédit permet de couvrir la fonction fidélité. C'est un problème après de rentabilité pour l'enseigne. Alors tout à l'heure vous avez évoqué la location immobilière, donc du coup ça a suscité pas mal de questions. Peut-être je vais les revenir les questions un peu tout ensemble parce que le temps imparti commence un peu à arriver à sa fin. On a des questions de Théo, Sylvie et Audrey. Alors Théo il vous dit il doit quitter son logement meublé à la fin du mois et son propriétaire lui demande de régler les 3 prochains loyers. Alors est-ce qu'il a le droit, ce propriétaire, de réclamer les 3 prochains loyers alors qu'il quitte un meublé donc à la fin du mois? Et il y a Sylvie qui, elle, a loué un gîte. Il y avait des photos, mais alors quand elle est arrivée, ça ne correspondait pas du tout à ce qu'ils avaient vu. Et ils ont obtenu la gratuité du petit déjeuner, mais elle se demande si finalement elle n'aurait pas dû tout simplement demander plus qu'en dédommagement. Et puis enfin, la question d'Audrey qui a des radiateurs défectueux dans le logement dans lequel elle vient de s'installer et le propriétaire veut bien les changer mais il lui dit que la facture ce sera pour elle. Alors, Théo, son meublé à durée déterminée, sans doute. Peut-être. Il ne nous précise pas. Parce que s'il est à durée indéterminée, il résilie à tout moment moyennant le préavis contractuel et le contrat s'arrête au terme du préavis. Donc dans ce cas, il n'y a pas les mois supplémentaires à payer. Si par contre il était sur une durée déterminée, la résiliation par anticipation permet au bailleur de demander le paiement. D'accord. On est dans un contrat qui est fixé pour une durée fixée. Donc là, Théo doit aller revoir son contrat et voir si... Voilà. Comment c'est prévu, ce qui est stipulé. Alors, Sylvie et son gîte, où elle pensait avoir vu sur la mer, et elle avait vu sur la mer en montant sur la poubelle, peut-être à peu près ce cas de figure. Elle a fait des photos, c'est bien. Elle a obtenu une indemnisation, pas de petit déjeuner payé, très bien. Ce qu'elle aurait pu faire aussi, c'est conserver la petite annonce, avec les photos peut-être qui étaient liées à l'annonce, si elle a trouvé ça sur Internet, les photos qu'elle avait faites, et éventuellement faire un courrier recommandé au propriétaire du gîte, au bailleur, en lui disant qu'elle n'était pas du tout contente, et qu'elle avait pris ce gîte pour telle et telle raison, qu'elle considère qu'elle a un préjudice, qu'elle chiffre à temps pour demander réparation. Ça peut être aussi ce qu'on appelle une pratique commerciale déloyale. Dans ce cas, elle peut saisir la direction départementale de la protection des populations en disant qu'il y a eu ce qu'on appelait autrefois une publicité mensongère qui a été faite. On m'a loué quelque chose, on m'a vanté quelque chose qui n'existe pas, ou dont les conditions
de réalisation ne sont pas satisfaisantes. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Et ça veut dire que si vraiment il y avait un vrai écart entre l'offre et donc la réalité, ça veut dire qu'éventuellement le professionnel pourrait être interdit de pratiquer ou serait amené à revoir son activité? Alors le professionnel, si le tribunal reconnaît le caractère déloyal de la pratique, de la publicité, pourra être condamné à une amende, condamné à réparer le préjudice causé à Sylvie. Donc là, c'est à Sylvie de chiffrer son préjudice et le tribunal après apprécie. Et évidemment, tout ceci fait que le professionnel, pour les temps à venir, va modifier son annonce pour qu'elle soit plus conforme à la réalité des faits. Pour Audrey et ses radiateurs défectueux, donc les textes, je suppose que c'est un meublé loi de 89, c'est-à-dire un meublé nu, habituel. Le texte prévoit qu'il y a un état des lieux qui est fait en fait à l'ouverture, à l'entrée en possession du logement, et puis ensuite il y a un état des lieux qui doit être fait, ou qui peut être fait, disons il peut être complété au début de la période de chauffe, justement pour détecter ce problème de radiateur qui fonctionnerait mal. Si le logement loué n'est pas en bon état d'habitation, c'est-à-dire si les appareils d'équipement ne sont pas en état de rendre les services pour lesquels ils sont installés, c'est au bailleur de remplacer, de faire les réparations. D'accord. On est quand même dans le... Si Audrey saute à pieds joints sur le radiateur et le casse, ce sera effectivement sa responsabilité. Par contre, si le radiateur est défectueux et ne fonctionne pas parce qu'il a un défaut ou parce qu'il est cassé, elle n'y est pour rien. C'est bien au bailleur, à ce moment-là, d'assurer la remise en état de l'équipement. Pour Audrey, c'est parce qu'elle vient d'arriver dans le logement, ce serait le même cas au bout de 4-5 ans de présence dans un logement? Alors, moi je suis en tant que locataire responsable des dommages que je cause au logement, donc si je fais des trous, je casse des cloisons, etc., là c'est ma responsabilité. Mais par contre, les éléments d'équipement, autre chose que les joints, les clapets, enfin vous savez, ce genre de choses sur les chasses d'eau, etc., la chaudière qui tombe en panne, si je ne suis pas moi-même intervenu dessus en tant que locataire, c'est de la responsabilité du bailleur. Ce sont des grosses réparations. Très bien. On a une question de Francky qui vous demande: j'ai une carte de fidélité d'une grande enseigne qui lui permet d'obtenir des réductions, on l'évoquait tout à l'heure. Cette carte est liée à un organisme de crédit. Néanmoins, je n'utilise pas cette réserve de crédit, mais mon organisme me facture régulièrement une cotisation d'assurance de 7 €. Que puis-je faire? Alors que la ligne de crédit n'est pas utilisée, fermez la ligne de crédit. C'est la réponse qui me vient à l'esprit, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de cette ligne de crédit, je résilie l'ouverture de crédit, ce qui risque d'avoir pour effet de faire tomber la carte de fidélité. Mais on va bien arriver vers cette séparation entre les deux fonctions. D'accord, donc là, le plus simple pour Francky, c'est de résilier, bien sûr. Voilà, de résilier, il a à tout moment, puisqu'il n'a pas de crédit engagé. Et en plus, on est sur un crédit renouvelable, donc à durée indéterminée, on peut résilier effectivement à tout moment. J'espère que les avantages financiers qu'il a tous les ans sont supérieurs à 7 €. Question de Thierry, ce sera la dernière question. J'ai acheté un téléphone portable à mon fils en juillet 2012 en souscrivant à une assurance contre le vol très chère, nous dit-il. Mon fils ayant cassé son téléphone à la rentrée, j'ai envoyé une demande de résiliation. Je viens de recevoir une réponse m'indiquant que je devais payer l'assurance jusqu'à la fin de la 2e année, soit jusqu'en juillet 2014, pour un téléphone qui n'existe plus. Quel est mon recours? Classique, relire le contrat pour vérifier qu'effectivement on est bien sur une durée définie de 2 ans. Regardez aussi les conditions générales du contrat d'assurance pour voir s'il n'y a pas des clauses de résiliation pour motif légitime. Regardez les conditions de résiliation qui sont offertes à l'assureur pour regarder si effectivement cet assureur n'a pas la possibilité, lui, de résilier. Et si l'assureur a la possibilité de résilier en cours de contrat, si le consommateur n'a pas la possibilité de résilier pour motif légitime, contestez la clause en disant que les conditions de résiliation sont plus favorables pour l'assureur que pour l'assuré. Et si l'assureur refuse, le médiateur de l'assurance ou le tribunal. Ou le médiateur, puis après le tribunal, même si ces assurances sont chères. Je ne suis pas sûr que le jeu en vaille la chandelle, mais voyez l'idée, c'est-à-dire que si il n'y a pas la possibilité pour le consommateur de résilier à tout moment pour motif légitime, et le motif légitime c'est le vol du téléphone, ou le bris du téléphone, à ce moment-là, demandez la résiliation amiable du téléphone. Mais vous voyez qu'on est... Oui, la frontière est très limite. Très limite. Oui, difficile à délimiter. Est-ce que si Thierry avait finalement conservé son contrat mais associé à un autre téléphone, c'était possible aussi? Regardez le contrat pour savoir si ce contrat n'est pas lié à un téléphone, à un achat donné.
donc auprès de tel opérateur à tel moment. Une offre packagée du coup. Voilà, du coup, c'est ça, une offre liée, on va dire, et voir si on a la possibilité d'y annexer un autre téléphone, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. J'avais quelque chose à vous dire, mais j'ai complètement oublié. C'est la fin de l'émission. C'est la fin de l'émission, voilà. Donc, oui. Donc, faut regarder si donc l'assurance est affectée directement au téléphone. À ce téléphone-là, ou si on peut l'étendre. Si on peut l'étendre, et à ce moment-là, voir avec l'assureur à réaffecter le contrat sur un autre téléphone. Sur un autre téléphone. J'ai retrouvé, du coup. On est d'accord que dans l'assurance, il y a un aspect aléa. Il ne peut y avoir assurance que si on garantit la survenance d'un aléa. Cet aléa est statistique, donc il peut être évalué. Il est évalué par les assureurs. Et cette évaluation est d'autant plus facile à faire ou d'autant plus sûre qu'on a affaire à des contrats dont on connaît la durée. Donc si je sais que j'ai mes clients qui sont abonnés pour 2 ans, je vais pouvoir calculer mon prix au mieux. Je n'ai pas dit que c'était pas cher, mais au mieux. Si j'ai des clients qui commencent à partir chaque fois qu'on leur vole le téléphone, ou qui perdent leur téléphone, ou qu'ils le cassent, tous mes calculs statistiques d'actuaires sont par terre. Et les assureurs ont quelquefois un petit peu tendance à litiger, mais quelquefois les consommateurs ont aussi tendance à perdre leur téléphone au fond d'un tiroir plus facilement. Voilà. Et ça doit être pris en compte aussi par les compagnies et dans les contrats. Regardez, c'est aussi dans le prix. Ça se retrouve. Ça se retrouve dans le prix, bien sûr. Ça se retrouve dans le prix. J'ai pas dit que ces assurances n'étaient pas chères, mais elles risqueraient d'être encore plus chères, si vous voulez, s'il n'y avait pas cette durée déterminée. Pour revenir aux aspects financiers, dans les contrats d'assurance liés à des crédits, il y a très souvent des périodes de carence ou des périodes de franchise en début de contrat. C'est-à-dire que si l'événement se situe au début du contrat, il ne sera jamais couvert. C'est aussi pour éviter les fausses aléas. C'est-à-dire que je sais que je vais avoir tel élément, tel événement, parce que je vais aller chez le médecin parce que je suis très très malade, je souscris le contrat, je prends l'assurance et je me dis que c'est l'assurance qui paiera. Pour éviter ça, il y a ces délais qui peuvent être assez longs. C'est pour garantir l'aléa du contrat. D'accord. Donc, pour résumer pour Thierry, renégocier avec son assurance, contacter l'assurance. Relire le contrat d'abord. Relire le contrat pour voir s'il y a bien le délai de 2 ans et puis voir ensuite dans quelles conditions on pourrait transférer ce contrat sur un autre téléphone. Très bien. Et pour quelle durée ? Pour quelle durée ? Est-ce que c'est de nouveau pour 2 ans ou est-ce que c'est jusqu'au terme des 2 ans en cours ? Mais de ce que je comprends, donc pour vous, c'était pas anormal que l'assureur fixe un délai, une durée de détention du contrat dans lequel on est ? Parce que ça permet à l'assureur de calculer son coût. Les longues durées sont mal vues par la commission des clauses abusives parce qu'on considère que ça empêche de faire jouer la concurrence et c'est gênant pour le consommateur. Et la commission a une doctrine en matière, et la jurisprudence aussi, a une position sur les contrats de fourniture de GPL, par exemple, ou les contrats de 9 ans qui seraient imposés. Cette durée serait abusive. Mais par contre, dès que la durée devient négociée, donc en gros la clause écrite à la main, c'est validé par aussi bien la commission que les juridictions. Pour vous, une durée acceptable, c'est 12, 24 mois, 36, 48 ? Là, c'est le joker à la fin, parce que ça dépend du type de contrat. Si le professionnel fournit du matériel en équipement d'immeuble, par exemple, les chaudières, les ascenseurs, le professionnel qui fait l'entretien peut fournir du matériel qui va ensuite appartenir par accession à la copropriété. On comprend que dans ce cas-là, il fasse un contrat plus long. S'il ne fait qu'une intervention de réparation, les contrats d'entretien, de photocopieurs, etc., là, on peut admettre, dans certains cas, des contrats plus courts. On peut même exiger des contrats plus courts. Mais quand le professionnel met de la matière qui lui appartient dans le matériel et que ce matériel appartiendra ensuite au consommateur ou à la copropriété, dans l'exemple que je prenais, on comprend que le professionnel souhaite faire les travaux et puis ensuite pouvoir bénéficier du contrat d'entretien pendant quelques années, parce que sinon, il ne tiendra pas la route. Très bien. C'est la contrepartie, toujours. Merci beaucoup, Jean-Marc Garnier, d'avoir répondu aux questions de nos lecteurs. Merci à vous d'avoir interrogé Jean-Marc Garnier sur les clauses abusives. Désolé pour les lecteurs qui nous ont posé d'autres questions. On n'a pas pu tout traiter. On aura sans doute l'occasion, à travers d'autres sujets, de revenir sur ce sujet des clauses abusives parce que, bien entendu, c'est un sujet qui anime votre quotidien. Merci à Florent et Steve qui étaient à la technique. Et nous, on se retrouve très bientôt sur l'internaute.com pour d'autres interviews d'experts pour vous aider à bien gérer vos finances personnelles.